Bonjour tout le monde, je m'appelle Koen Hermans et je vais vous emmener dans les conclusions essentielles du livre. Comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises, il s'agit d'une collaboration de toute une série de partenaires. Nous nous rappelons des recommandations ici, de l'état des lieux et également des constatations scientifiques que nous avons essayé de rassembler. Mais je vais d'abord vous dire que nous sommes partis d'une vision du handicap qui élabore sur un modèle interactif. L'idée, c'est que le handicap ne peut pas être réduit à une restriction, une limite qu'a une personne, mais qu'il faut toujours la placer dans un contexte donné, que ce contexte facilite ou freine la participation à la société. Tout à l'heure, je vous citerai également des chiffres quant à la situation de personnes avec un handicap à l'étranger dans certains de nos pays voisins. Et vous verrez par exemple que quand ce qui concerne la situation financière, elle est bien plus enviable que chez nous. Vous verrez pourquoi le contexte est donc si important. Ensuite, un handicap, cela ne provoque pas non plus une division, une exclusion. Un des experts de l'OMS en la matière a dépeint une belle image. Ce n'est pas une dichotomie, il y a des gradations, ce n'est pas manichéique noir et blanc. Donc ces gradations sont parfois bien difficiles à déterminer. Mesurer la limitation, la restriction, ce n'est pas une tâche aisée. Il est donc logique qu'il y ait beaucoup de personnes, de décideurs politiques qui se penchent là-dessus. Alors ce que M. Biegenbach nous dit, eh bien, il est important de fonctionner par cadre, mais il nous dit aussi que si nous voulons vraiment mesurer, eh bien, nous devrons avoir de la patience, l'instrument idéal n'existant pas encore. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, d'utiliser ce dont nous disposons à ce jour. Dans l'introduction de ce livre, Michel Mercier dit également clairement que le handicap en tant que statut ouvre des droits, mais qu'il s'agit également d'un statut stigmatisant, ce que nous oublions souvent. Le fait que les gens doivent reconnaître la situation, doivent signaler qu'il y a toute une série de choses qu'ils ne savent pas faire parce qu'ils ont un handicap demeure quelque chose de difficile que souvent nous sous-estimons dans la manière dont nous façonnons nos différents systèmes. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître que l'on va mal. C'est aussi un seuil. C'est vraiment difficile de gérer cela et on peut tourner les choses dans tous les sens. Ce statut d'handicapé suscite immédiatement des images négatives. Et c'est précisément ce contexte, cette image négative qui influence le contexte, qui complique la vie des gens et qui les empêche d'avancer, qui les empêche de faire le nécessaire pour bénéficier de leurs droits. Alors, en ce qui concerne la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, je veux vous dire que la Belgique a ratifié cette convention. Nous devons continuer à souligner quels sont les points essentiels de ce traité. Il est très clair. L'article 28 dit que les États membres, les pouvoirs publics, doivent garantir un certain train de vie aux personnes souffrant de handicap. Mais que ce n'est pas un but en soi. Les Nations Unies sont très claires à ce sujet. Donc, il s'agit de pouvoir avoir trois formes de participation économique, sociale et politique. Alors, nous parlons du rapport entre le handicap et la misère, mais nous ne devons pas nous pencher que sur cette relation. Il nous faut sans cesse tenir compte de ces trois formes de participation. Il est aussi clair que la liberté de choix pour les personnes avec un handicap est très importante. Ils doivent pouvoir organiser leur vie comme eux le souhaitent. Alors, si nous nous penchons sur l'enquête scientifique, nous devons constater, comme Madame Bell vous l'a dit,
il y a deux mondes séparés, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tentent de jeter des passerelles. Il n'y a pas suffisamment d'importance pour les personnes avec un handicap dans l'enquête sur la misère. Vous connaissez la fameuse formule être malade rend pauvre et être pauvre rend malade. Eh bien, c'est un peu la même chose. En tout cas, être handicapé vous rend pauvre et peut-être qu'être pauvre a aussi une influence négative sur le handicap. Nous constatons également que il n'y a pas suffisamment d'indicateurs de pauvreté et nous essayons de jeter des passerelles entre ces deux mondes d'enquêteurs, en fait, de manière à avoir une meilleure image générale de la pauvreté et du handicap. Au cours de ces dernières années, chez Eurostat, nous voyons qu'il y a plus d'attention qui est accordée au Risk of Poverty, Social Exclusion, donc le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Et c'est une nouvelle donnée. Lorsque nous avons commencé à rédiger ce livre il y a 2 ans, j'ai posé la question à Eurostat en ce qui concerne des indicateurs nous permettant de mieux évaluer la situation. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'existait pas. Nous sommes donc, me semble-t-il, dans une phase importante. Et cet événement est un catalyseur qui nous permettra de le souligner plus encore. Par ailleurs, si vous regardez les tendances politiques générales, en ce qui concerne la politique en matière de pauvreté et de handicap, on voit des tendances parallèles, mais on voit aussi des tendances très différentes. En ce qui concerne la pauvreté, au cours des 20 dernières années, nous avons beaucoup appliqué le paradigme de l'état d'investissement social qui souligne le fait que nous devons investir dans la participation au marché de l'emploi de toute personne. Nous devons activer le capital humain de manière à ce qu'il puisse participer au marché du travail. Simultanément, il y a de plus en plus de conditionnalités. Cela signifie que, par exemple, par rapport à tout ce qui concerne les allocations en matière de chômage ou de maladie, il y a de plus en plus de conditions qui les accompagnent. Il faut aussi que nous trouvions le moyen de rendre le travail plus attractif grâce à des incitants financiers, en combinant allocations et revenus du travail sans pénalisation. Si vous regardez à droite, vous verrez qu'en matière de handicap, on a aussi cet investissement social qui apparaît de plus en plus. En Belgique, nous voyons aussi, au niveau des allocations en matière de maladie et d'invalidité, on ne vise pas uniquement à compenser le handicap par un montant donné, mais également pour les personnes qui ont un handicap de longue durée, eh bien qu'on essaye de les rendre plus actifs, de les faire participer au marché du travail. Tout le monde doit travailler. Et de plus en plus, il y a une conviction au niveau international qui va dans le sens de ne plus offrir des moyens financiers tels quels, mais pour permettre aux gens de faire un choix. Donc il y a une espèce de glissement des services. On a plus de services en nature que de services financiers. On a aussi un autre modèle de citoyenneté si l'on regarde la Convention des Nations Unies notamment, mais au niveau international, nous voyons aussi évoluer la relation entre les soins formels et informels. Alors qu'attendons-nous en fait du contexte des personnes avec un handicap? Que doivent-ils faire en matière de soins? La personne doit intervenir, sa famille, et nous intervenons financièrement. Aux Pays-Bas, il y a un débat assez houleux à ce sujet. Les attentes sont de plus en plus importantes par rapport à tout ce qui concerne le volet des soins informels. Alors au niveau international, mais aussi en ce qui concerne la Belgique,
nous voyons qu'il y a une répartition assez particulière. Je me rappelle des termes de Maggie de Bloch. Il y a 12 ou 13 ministres en Belgique qui ont quelque chose à dire en matière de santé. Nous n'avons pas fait l'exercice pour le handicap. On aurait dû le faire. Mais je pense que le nombre sera très semblable, surtout si on prend les ministres qui ont leur mot à dire en matière de misère. Ça montre que plus il y a des ministères différents, plus il est difficile d'avoir une politique harmonisée en la matière. Nous avons encore un autre goulot d'achoppement qui complique cette politique. Devons-nous avoir une politique générique en matière de handicap? Est-ce que cela améliorera la situation de ces personnes ou devons-nous prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation spécifique d'une personne avec un handicap? La différence entre des mesures génériques et spécifiques est une question très importante que l'on a essayé d'aborder dans nos recommandations. Alors, si je regarde les chiffres que nous présentons, dans le chapitre sur la situation du marché du travail, il apparaît que 7% sont reconnus en incapacité de travail de longue durée. Ça veut dire qu'ils ont ce statut au niveau de la société sociale, et ce depuis plus de 6 mois. Ça, c'est la définition que nous avons utilisée. Alors, 52% de ces personnes perçoivent une indemnité AMI. 15% d'entre elles travaillent. Alors, je vous montre quelques graphiques aussi par la suite. Ce statut ne pèse pas uniquement sur les activités de la personne avec un handicap, mais aussi sur les activités professionnelles de leurs partenaires. Le handicap ne touche pas uniquement la personne, touche toute la famille dans laquelle cette famille se trouve. En plus, nous voyons également, certainement dans le cas d'allocation qui remplace le revenu, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais que cette personne vit souvent avec une personne qui a également droit à ce type d'allocation et qu'il y a une espèce de cumul des handicaps dans le contexte familial. Alors, nous sommes pour le moment à 380 000 personnes en Belgique qui restent chez elles pour une raison d'incapacité de travail. Cela est dû au vieillissement, à la féminisation, à l'augmentation de certaines pathologies. Mais au cours des dernières années, nous avons également constaté une augmentation du système de prestations. Donc, en 10 ans, nous sommes passés de 120 000 bénéficiaires à 190 000. Et en fait, nous ne savons pas quelles sont les causes de cette augmentation. Il me semble que c'est malheureusement une des questions à laquelle nous n'avons pas pu répondre dans notre livre. Ça devra faire l'objet d'un autre livre. Le fait aussi que le revenu d'intégration est mis sous pression, à ce niveau-là, nous n'avons pas non plus de débat en ce qui concerne même remarque pour le système de prestations sociales. Alors, vous pouvez voir ici la combinaison. 35% uniquement une indemnisation d'invalidité. Environ 18% combinent ARR et AI. Et vous voyez aussi un groupe important qui combine ARR et allocation d'invalidité, environ 17%. Ce qui nous montre que ces allocations d'incapacité de travail sont insuffisantes. Ici, vous voyez le taux d'emploi des partenaires conjoints. Donc, vous voyez que je pensais qu'il y avait une erreur au niveau des chiffres. Moi, je n'ai pas les mêmes. Donc, vous voyez au niveau de la population habituelle. Vous voyez la comparaison, vous voyez les chiffres très inférieurs en ce qui concerne les AI. Il n'y a que 17% des partenaires qui travaillent. Je vous disais tout à l'heure,
que les AI ont également une influence importante sur la possibilité d'emploi des conjoints. Alors, je voulais aussi vous présenter encore d'autres chiffres. Mais bon, cela dépend toujours aussi dans mes chiffres de quelle est l'année de laquelle on part. Nous avons utilisé les chiffres de 2016 et vous voyez que vous voyez donc le nombre de personnes qui ont un risque de pauvreté nettement supérieur parce que nous sommes en dessous du seuil de pauvreté. Si nous comparons avec les gens sans handicap, il s'agit de 12,8% au cours de cette période. Et vous voyez que si on compare les personnes avec un handicap et les autres, qu'il y a un réel gouffre, c'est quasiment le double. Pour la Belgique, c'est 24,7%. Nous sommes aussi nettement moins bons que les autres pays. Pour le Danemark, ce n'est pas 24%, mais c'est 16%. Les Pays-Bas, 17%. La France, 17% également. Ça veut dire que nos résultats sont particulièrement mauvais quand il s'agit des revenus. En ce qui concerne les personnes plus âgées, la situation est quelque peu meilleure. On a 18,2% pour les personnes de plus de 65%, à 13,1% pour les personnes sans handicap. Vous voyez que nous sommes arrivés de réduire le gouffre entre les personnes avec ou sans handicap une fois qu'il s'agit de personnes âgées. Toutefois, j'insiste, pour les personnes en âge d'être actives, nos chiffres sont très mauvais. Nous n'arrivons pas à combler le fossé. Nous n'arrivons même pas à le réduire. Heureusement, nous ne faisons pas partie des pays où ce fossé se creuse encore suite à la crise économique de 2007-2008. L'Allemagne est un excellent exemple où vous pouvez voir à quel point le fossé s'est creusé suite à la crise économique, suite à la politique menée par l'Allemagne. Nous ne sommes pas dans cette situation-ci en Belgique, mais nous ne sommes pas arrivés à combler le fossé qui est élevé pour les personnes en âge de travail. Alors, si on regarde l'évolution au cours des dernières années de ces risques, eh bien, on peut voir qu'ils sont très proches des risques de misère en général. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il s'agit de personnes âgées, la situation s'améliore. On l'a vu aussi dans les chiffres tout à l'heure. Au cours des dernières années, donc ce chiffre de 1 500 € par mois comme pension minimale a dominé, mais qu'on n'a guère vu plus d'intérêt pour cette problématique que cela. Alors j'aurais encore voulu ajouter quelque chose d'important. Nous nous basons tous sur les CILC, donc les personnes ici qui vivent dans des ménages collectifs ne sont pas pris en compte. Ils n'ont pas été interrogés non plus. On n'en sait pas grand-chose. C'est en quelque sorte un groupe oublié lorsqu'on parle de leur situation financière. Nous savons aussi que nous devons être très prudents avec les chiffres de misère européens parce qu'ils regardent uniquement le revenu et ils ne regardent pas ce qu'il en est du train de vie des personnes. Nous avons démontré par une étude il y a quelques années que parfois les personnes chez nous avaient un revenu supérieur à ce qu'on appelle le seuil de misère en Europe, mais du fait des coûts supérieurs générés par leur handicap, ils se retrouvaient dans une situation difficile et n'arrivaient pas à mener un train de vie correct. Ce que nous voyons aussi, c'est que les personnes s'adaptent à leur train de vie en disant « Oh ben oui, tant pis, c'est pas encore si grave que ça, je me débrouille ». Toutefois, si vous regardez la manière dont ils vivent,
vous voyez qu'il y a un sérieux problème et c'est dû aux coûts supplémentaires qu'ils doivent exposer. Je cite souvent l'exemple lorsque j'ai fait ma thèse sur l'intégration dans le marché du travail des personnes avec un problème de malvoyance. Personne me disait, si je vais travailler, je vais perdre mon revenu d'intégration, mais les coûts de mon séchoir sont beaucoup plus élevés. Donc, moi, quand il fait mauvais, je me retrouve à marcher dans les flaques et je dois aller faire nettoyer mon costume. Je dois souvent faire nettoyer mon costume et ces coûts de nettoyage, eh bien, ils ne sont pas couverts. Ce sont des petits détails, ces coûts de nettoyage à sec, mais c'est significatif de ce que peuvent être les coûts supplémentaires que les personnes avec un handicap doivent exposer. Nous avons besoin d'un meilleur contrôle, pas uniquement des situations de revenus, mais également du train de vie en général de ces personnes et de leur participation à la société. Bon. Alors, les enquêteurs du Centre de politique sociale ont aussi voulu voir ce qu'il en était de la liaison des prestations de bien-être. Ce ne sera pas une grande surprise de vous dire que la protection du revenu minimum est structurellement déficiente. Il y a vraiment un retard par rapport à ces revenus minimums, quels qu'ils soient. L'enveloppe bien-être est très importante, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais elle ne suffit pas à combler ce fossé, ni même à le réduire. Elle permet de faire en sorte que ce fossé ne se creuse pas plus encore, mais n'arrive pas à obtenir de progrès. Il y a également un mouvement de rattrapage pour les travailleurs indépendants. Ça, c'est important. On a progressé. Et il y a aussi la constatation en ce qui concerne l'assurance maladie invalidité, qui en fait est une assurance qui doit vous permettre de préserver dans une certaine mesure le train de vie que vous aviez avant est également déficiente. Elle se réduit de plus en plus et on se retrouve avec une protection insuffisante d'après les résultats de l'étude. Par ailleurs, l'AR est même inférieure à la garantie de revenus aux personnes âgées. Je renvoie aux seniors, à la pension de retraite minimale, etc. Il faut partager le peu de choses que l'on a et ce groupe reste en dehors. Et peut-être qu'il est également important de se pencher sur le fait que ce sont surtout les personnes qui ont charge de famille, les personnes qui ont des enfants, qui souffrent le plus, où le fossé se creuse de plus en plus par rapport à la moyenne européenne. Alors, les enquêteurs se sont également penchés sur les pièges à l'emploi. Donc, en fait, ces pièges ou la réglementation de ces prestations ont pour conséquence que les personnes ont moins tendance à vouloir trouver un emploi. Vous savez qu'au cours des dernières années, nous avons pris toute une série de mesures pour permettre cette réinsertion sur le marché de l'emploi. On n'a pas pris d'autres mesures en ce qui concerne les AR. Il y a des personnes qui travaillent donc énormément sans résultat, mais vous vous retrouvez dans une zone où, à partir du moment où vous travaillez un jour en plus, eh bien, on vous le retire de votre prestation. On est toujours dans un système obsolète, ou bien soit vous travaillez, soit vous restez chez vous et vous touchez une allocation. Et ça, c'est une piste que nous devrions étudier de près. Je souligne déjà que non seulement cela peut s'appliquer à la personne avec un handicap elle-même, mais également à son partenaire. Neem je over naar die slides? Naar die slides? Daarna? Je renvoie également au fait qu'en ce qui concerne
la reprise du travail, là, il y a eu des modifications. Dans la simulation qu'on voit dans le livre, on constate que le nouveau système permet également des combinaisons de prestations et de travail. Ce nouveau système est plus généreux, mais ce qui est frappant et ce que la simulation nous apprend, c'est qu'il est surtout plus généreux pour les personnes qui ont un revenu supérieur. Et l'on voit que les personnes qui ont le revenu le plus bas sont celles qui profitent le moins de ce nouveau système. Là aussi, il y a une question importante que nous voulons mettre sur la table au niveau politique. Alors pourquoi est-ce que c'est important, ce piège à l'emploi? Parce que nous voyons que ces ARR, c'est encore souvent une espèce de terminus, une rue sans issue dont on n'arrive plus à s'extraire. Alors, je pense que nous devons nous demander comment nous pouvons procéder en la matière sans pousser tous les gens du système, sans obliger tout le monde à travailler. Ce n'est certainement pas ça que je veux dire. Ce que je vous dis, c'est que nous devons avoir des créations plus flexibles et créatives de prestations et de travail, le travail n'étant plus puni. Alors, dans le chapitre de Julie Vink et M. Van Lancker, on va faire le zoom sur la situation spécifique de familles avec un enfant handicapé. Les auteurs ont vu, donc ce sont des chiffres en fait il y a 2 ans, donc là le non-recours aux allocations familiales supplémentaires est de 10%. Donc c'est un défi très important par rapport au non-recours. Et donc ici, on voit qu'il y a encore un point délicat très important qu'on doit encore aborder. Mais on voit que les différentes communautés font déjà des pas en avant. Les enfants handicapés vivent plus souvent dans une famille en situation de vulnérabilité socio-économique. Donc, les familles, on voit qu'il y a déjà une participation au marché du travail qui est plus faible dans les familles avec enfants handicapés. Et dans le chapitre de Wim Van Lancker, on a fait des analyses qui donnent une réponse à la question de savoir si c'est le handicap ou la situation socio-économique des parents qui va déterminer la participation au marché du travail. Donc, notre analyse dit qu'il y a une combinaison des deux. Donc, il s'agit non seulement d'une situation socio-économique plus faible des parents, mais également le fait que l'enfant a un handicap va faire en sorte, indépendamment des autres caractéristiques, du fait qu'il y a donc une participation plus faible. Et en cours de route, on a également eu des discussions avec le Conseil supérieur et ils ont vraiment souligné ce point, c'est-à-dire comment, si on veut que tout le monde intègre le marché du travail, quel soutien est-ce qu'on peut encore développer davantage pour que les gens puissent également travailler et tout en continuant également les soins pour leurs enfants. Et jusque-là, en fait, c'est un point qui n'a pas encore été examiné beaucoup. Il y a des inégalités sociales au niveau des soins et l'assistance. C'est un débat qu'on ne mène pas encore assez, c'est-à-dire les effets Mathéus dans les soins. Peut-être on doit encore analyser les listes d'attente au niveau de la situation socio-économique. Je serais ravie en fait de voir les résultats. On veut déjà réduire les listes d'attente, mais on ne voit pas qui s'intègre dans le système et qui ne le fait pas encore. Il y a déjà analysé par exemple des investigateurs de CSB, mais ce débat, on l'a plus ou moins perdu. C'est un débat qui devrait de nouveau être d'actualité. Également, nos collègues de UNIA et donc du Centre interfédéral de lutte contre la pauvreté ont également établi un chapitre sur la discrimination. De notre temps, on doit vraiment souligner quel est le rôle très important de UNIA au niveau de l'handicap. UNIA soutient les personnes avec un handicap lorsqu'ils veulent déposer plainte, mais UNIA a également un rôle très important à jouer pour le monitoring de la Convention des États-Unis.
Nations Unies. Pardon. Et donc, dans les chiffres, on le voit également. Hein, donc, dans le passé, on n'avait que 100 plaintes chez UNIA. Hein, et ensuite, il y a 600 plaintes qui ont mené effectivement un dossier. Les plaintes concernent l'inaccessibilité de bâtiments, de l'enseignement, des logements, également du marché du travail. Et entre-temps, UNIA s'occupe d'un nouveau rapportage aux Nations Unies concernant l'état des lieux de la mise en œuvre de la Convention. Et eux, ils pointent également du doigt les pièges à l'emploi, les allocations très réduites et le retard administratif au niveau de l'attribution des droits. Hein. Peter Samin a déjà parlé de cela. De nouveau, hein, je vais en fait reparler des AER. J'ai donc déjà parlé de l'augmentation et donc en fait ces deux régimes ne permettent pas de garantir un niveau de vie équivalent. Mais ce qui est également très important, et c'est ce qui s'avère également de cette étude Handilab, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des moyens financiers, mais également du manque de participation sociale, hein, c'est-à-dire par exemple aller au cinéma, aller en vacances, donc des besoins de base qui à peine seront réalisés. Également, les personnes dont la situation financière est la plus mauvaise, ce sont surtout les personnes atteintes d'un handicap modéré. Quand on a établi le livre, on a également discuté beaucoup des critères qu'on utilise. Donc, j'ai fait également référence au chapitre de Bittenbach. Comment est-ce qu'on va déterminer le handicap? Alors, donc, ce groupe de personnes avec un handicap modéré ont la pire des situations. Donc, on doit également voir comment on va évaluer les différentes allocations. Quels sont les coûts du handicap? Le handicap, est-ce que c'est quelque chose de médical ou est-ce qu'on doit avoir une approche pluridisciplinaire? Hein? C'est un débat également très, très important. Ensuite, l'étude Handilab était une étude excellente. D'ailleurs, je l'ai faite moi-même. Mais en dehors de cela, donc, cette étude est très, très importante. Je voulais que ce soit en fait un catalyseur très important pour le débat sociétal. Malheureusement, ce débat a été arrêté. Il y a eu quelques adaptations mineures, par exemple, une légère modification par rapport au prix de l'amour, mais si je peux me permettre de lire comme ça ont été des changements dans la marge sans avoir mené un débat sur le fond. Et j'espère que maintenant, ce sera de nouveau un point très important à l'agenda. Alors, en ce qui concerne le take-up des services, on constate dans le livre que c'est une procédure qui demeure longue et complexe, donc également la confrontation avec vous-même hein, dans ce type de procédure, le fait que vous devez faire ces frais supplémentaires pour parcourir toutes les phases, mais également la confrontation avec le fait que vous n'arrivez pas à faire beaucoup de choses. Et je sais de quoi je parle. Il y a 20 ans, hein, avec mon père, je suis allée pour un moyen de soutien parce que mon père était aveugle et c'était vraiment des discussions très difficiles parce qu'il devait dire ce qu'il n'arrivait pas à faire. Et je me rappelle de la frustration importante qu'il ressentait. On ne peut pas résoudre cela, mais on doit être conscient de l'impact de cela et pour également concrétiser les choses, pas en établissant des règles, mais également comment est-ce qu'on va aborder les qualités relationnelles hein, qui seront très importantes. Quand on est confronté à un médecin
qui se sent supérieur, alors ça va avoir un impact très négatif. Pas les médecins sont comme ça, mais quand on est confronté à un médecin comme ça, ça peut vous empêcher de prendre d'autres pas. Alors, on le lie également à la complexité de Bruxelles, mais on le voit également pour le reste de la Belgique. Donc, le non-recours plus élevé des gens issus de la migration, c'est également un débat très important qui devrait gagner encore en importance. Quand on a préparé le livre, on a également parlé de l'attitude des services de première ligne. Est-ce que ces services s'occupent de la réalisation des droits ou du fait de détecter la fraude? Souvent, c'est une combinaison des deux, mais souvent, on n'est pas conscient des effets lorsqu'on a une approche plutôt qui vise plutôt la fraude. On doit bien sûr contrôler si les conditions sont remplies, mais on doit également avoir une bonne approche relationnelle. Il ne s'agit pas seulement des règles, mais également des capacités et compétences sociales et personnelles. Alors, en ce qui concerne Bruxelles, on parle également des creux, un concept très important. Souvent, on se trouve dans des creux, ni dans l'une situation, ni dans l'autre. On se trouve entre deux régimes et on se dit, voilà, tout va s'arranger, ils n'ont qu'à attendre et ensuite, ils vont passer au régime suivant. Mais lorsqu'on doit attendre, c'est en fait une situation également complexe qui est souvent sous-estimée. Il me reste encore 5 minutes pour les recommandations. Alors, quand on doit analyser ce qui doit être fait, j'ai déjà abordé quelques éléments, alors on a une demande très importante. Est-ce qu'on doit mener plutôt une politique en matière de pauvreté ou plutôt une politique en matière de handicap? Et ensuite, que doit-on faire de la pénurie? Parce qu'en fait, on a une pénurie. Donc, on se trouve sur cette intersection. Donc, on doit avoir une politique générique en matière de pauvreté et les mesures spécifiques au handicap, c'est-à-dire la sélectivité au sein de l'universalité. Quoi que soit le terme, le concept, on doit avoir une attention particulière aux personnes avec un handicap. Comment faire cela? Lorsqu'on veut mener une politique générique, souvent on se heurte entre l'attention ou les tensions intrinsèques entre les trois objectifs de la sécurité sociale, la protection sociale, garantir le standard de vie, mais également réaliser une participation au marché du travail. Donc, si on améliore peut-être la protection, peut-être on va mettre sous pression la participation. Et donc, ce sont donc les soi-disant pièges à l'emploi. Alors, on doit en fait avoir une combinaison de 3 types de mesures pour mener cette politique générique de lutte contre la pauvreté, augmentation des minima combinée à l'élimination des pièges à l'emploi. Ensuite, le représentant de la ministre l'a déjà dit, donc il faut qu'on ne soit pas pénalisé lorsqu'on commence à travailler. On doit également avoir un emploi qui donne du sens et on doit également avoir des mesures compensatoires. Donc, sans Frank Van den Broek, par exemple, maintenant, on a un plaidoyer pour mener une politique de logement pour lutter contre la pauvreté. Ce point de vue est très important. Donc, l'importance du logement pour lutter contre la pauvreté. Ce point est très souligné. Même chose pour la garde d'enfants et le soutien professionnel et l'éducation. Alors, le Centre interfédéral, à plusieurs reprises, a pointé du doigt les désavantages du fait de cohabiter et les différentes catégories dans notre protection sociale qui vont également requérir un débat. Alors, quand on va regarder les mesures spécifiques au handicap, j'ai déjà cité quelques exemples. On doit
relever l'AR au niveau du seuil de pauvreté européen au minimum, mais je plaide également pour un examen approfondi des critères d'évaluation et de leur application. On doit vraiment mener ce débat sur le fond. Ensuite, le prix de l'amour et du prix du travail doivent être diminués dans les prestations. On a fait des petits pas en avant, mais on doit maintenant prendre des pas plus importants et on doit réfléchir davantage sur la simplification de la procédure d'octroi. Je l'ai déjà dit, on ne doit pas seulement focaliser sur ces deux aspects, mais également sur la participation sociale. Dans le livre, on dit qu'on doit établir davantage donc cette politique et on doit avoir également une approche interministérielle parce qu'on voit que la politique dans les différentes parties de notre pays diverge et cela rend les choses plus complexes. Donc, on a besoin d'une approche interministérielle pour également avoir une bonne interaction des différents régimes. Ensuite, les ménages collectifs et également la nécessité d'une approche interfédérale. J'ai déjà fait référence au fait de réduire les pièges à l'emploi. On a très bien décrit les différents pièges à l'emploi dans le chapitre consacré à cela, mais on doit non seulement identifier les effets pervers, mais également les éliminer. Lorsqu'on a une réintégration, en ce moment-ci, on ne sait pas encore ce qui se passe exactement avec les gens qui vont intégrer un trajet de réintégration. Le même vaut en fait pour le travail faisable pour les personnes handicapées. Ensuite, également, comme dernière recommandation, la diminution du non-recours. On a dit que la digitalisation n'est pas une solution miracle. Souvent, les procédures sont numérisées. Cela donne des chances, mais on doit également être conscient du fait que les gens ne vont pas, par définition, faire appel à cela. Donc, on doit également avoir une approche plus proactive et de plus grande proximité, c'est-à-dire on doit faire de l'outreach, on doit mieux soutenir les gens. Ce sont des manières pour diminuer ce non-recours. Également, la simplification, l'accélération des procédures d'octroi, je l'ai déjà dit, lorsqu'on a eu ce débat concernant l'effet Mathias, lorsqu'il y a une pénurie de moyens, c'est un des points de discussion. Mais c'est un débat très important. Et en dernier lieu, un point également très important, dans différents chapitres, on constate clairement que le non-recours des personnes issues de l'immigration est encore plus élevé. Donc, c'est vraiment un point très important aussi. Je vous remercie.